Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Carl Grelier. Bonjour Monsieur Grelier, vous êtes Bonjour. Député de la Sarthe. Vous êtes avocat et vous venez de publier un livre de réflexion sur la démocratie, un livre que vous avez commencé à écrire pendant la crise des Gilets jaunes et si Polybe avait raison vers la fin de la démocratie. On va parler de cela parce que c'est vous aussi, vous avez plusieurs casquettes, d'un côté professionnel du droit, parlementaire, au contact avec la population. Donc vous êtes interrogé aussi sur l'abstention qui est croissante dans notre pays. Est-ce que derrière le terme vous parlez de démocratie, vous auriez pu le remplacer par république. Est-ce que finalement, derrière tout cela, ces mouvements de contestation, ce recul des Français vis-à-vis des élections, ce n'est pas tant la démocratie qu'ils veulent remettre en cause, mais c'est peut-être aussi et surtout la République, parce qu'ils estiment qu'en la remettant en cause, ils iraient vers une autre démocratie. Alors j'espère qu'effectivement le mouvement profond qui affecte notre société aujourd'hui est celui que vous décrivez. Parce que si effectivement c'était simplement un problème de République qui pourrait se traduire par un problème institutionnel, ce serait finalement pas très compliqué à régler. Ma crainte aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai associé le philosophe grec Polybe à ma réflexion, c'est que la démocratie soit elle-même menacée dans ses fondements. Finalement, la démocratie, c'est la cohabitation entre une majorité, une minorité, avec ce que Raymond Aron appelait entre les deux un nécessaire compromis. Et c'est ce compromis qui ne fonctionne plus, parce que on a aujourd'hui des élections et des consultations électorales. C'était vrai de la présidentielle en 2017, ça l'était plus encore des législatives en 2017. Ça s'est confirmé sur les dernières élections régionales et départementales. On a aujourd'hui une inversion de l'axiome, c'est-à-dire que ceux qui sont élus par une minorité de la population et ce sont ceux qui vont exercer le pouvoir. Et la majorité silencieuse, celle qui ne se rend plus aux urnes, celle qui ne croit plus que son vote puisse changer la face des choses, est aujourd'hui majoritaire et s'inquiète de voir qu'elle est dirigée et que les grandes orientations qui sont fixées au pays le sont par des gens qui ont été élus par une petite minorité. C'est ça la problématique principale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Il y a eu depuis des années, sans doute, et les politiques doivent en prendre leur part de responsabilité, et comme parlementaire, je prends évidemment la mienne, il y a eu une désaffection extrêmement forte de nos concitoyens par rapport à la vie politique, par rapport à la foi qu'on peut avoir dans la politique et dans sa capacité à influencer le cours des choses et à changer les choses, et on se rend compte que finalement, depuis des années, on a des gouvernements qui ne gouvernent plus, on a un pays qui n'est plus gouverné, qui est devenu administré, où la haute administration, où les autorités administratives indépendantes, où l'institution judiciaire ont pris une sorte d'indépendance qui fait que les politiques sont devenus impuissants à répondre aux attentes de la population. Et c'est ce phénomène-là qui m'inquiète beaucoup. S'il suffisait, comme le disent certains, de changer de république, de mettre une dose de proportionnel aux élections législatives, de modifier éventuellement le mode d'élection du président de la République, ça serait finalement pas très grave et assez facilement solutionnable. Or, on est, à mon avis, beaucoup plus loin de ça. Je pense que le mouvement qui est né des Gilets jaunes, qui prend aujourd'hui d'autres formes au travers des antivax, on le soupçonne pas et on le dit pas suffisamment parce que les grands médias s'en offusqueraient, mais il y a tous les samedis, il continue d'y avoir tous les samedis, y compris dans mon département, des manifestations d'antivax avec des gens qui sont relativement nombreux, et on passe sur ce phénomène comme si c'était quantité négligeable, comme s'il s'agissait de quelques grincheux qu'on peut ne pas regarder, ne pas essayer de comprendre et ne pas traiter. Et c'est ça qui devient problématique, parce qu'on voit bien que il y a aujourd'hui dans la démocratie française un mouvement de fond qui ne croit plus que la politique puisse changer le cours des choses, et ça c'est à mes yeux un phénomène extrêmement dangereux. Vous les qualifiés d'antivax sont surtout des antipasses.
Alors, sont des antipasses, sont des Ce antivax. sont à 100% des antipasses. Voilà. Ce sont surtout des antisystèmes, c'est-à-dire des gens qui, aujourd'hui, n'acceptent plus des décisions auxquelles ils ont le sentiment de n'être plus associés, qui sont prétendument prises pour eux et dans leur intérêt. C'est ça la difficulté. Souvenez-vous des gilets jaunes de l'origine, c'était les 80 km/h qui étaient tombés comme une oukase sur les territoires, y compris les territoires ruraux, sur des gens qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture au quotidien. C'était l'augmentation des prix du carburant avec une taxe prétendument écologique et qui faisait varier à la hausse dans des proportions importantes le prix du carburant et qui là encore pesait sur les mêmes. Et moi, ce que j'ai entendu des premiers gilets jaunes notamment, c'était ce sentiment de ne plus être acteur de la cité, d'être devenu totalement passif, totalement inféodé à un système politique dans lequel il ne pesait plus rien, dans lequel il n'était consulté sur rien et dont ils étaient priés d'exécuter les ordres et les directives en permanence. C'est ça qui pose là aussi difficulté. Est-ce que pour écouter notre classe politique républicaine, faut-il encore que la République soit respectable? La République, Jean-Carl Gaulier, amène le chef de l'État avec les youtubeurs, Carlito, là, je crois, et les autres. On a vu Marlène Schiappa avec ses influenceuses marseillaises. Ça a fait le tour de France, cette vidéo qui était d'une vulgarité incroyable, sans passer les photos qui circulent avec des gens bizarrement, avec des drôles d'accoutrements dans des soirées officielles. Voilà. Je vous le fais de façon très propre et très correcte, hein, mais vous m'avez compris, j'espère. Oui, je vous ai parfaitement compris. Eh ben voilà, comment est-ce respectable après? Mais ça n'est effectivement pas respectable et ça fait partie des comportements que la vie politique doit proscrire. On peut pas gouverner un pays avec les réseaux sociaux. On peut pas gouverner un pays en étant en permanence dans la réaction en 140 caractères sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook ou ailleurs. Qu'on utilise les réseaux sociaux comme des vecteurs d'information et de communication avec la population, pourquoi pas? Mais on ne peut plus, comme c'est le cas aujourd'hui, avoir des politiques sans vision, sans prospective et sans perspective. Regardez, dans le domaine de la santé, qui est le domaine dans lequel je me suis spécialisé à l'Assemblée nationale, il y a combien de temps qu'on n'a pas eu un ministre de la Santé qui soit en capacité à nous dire quelle était sa vision pour notre système de santé à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Résultat des courses, on a un système de santé qui est totalement dans le mur, on n'a plus accès à la médecine générale, plus accès à la médecine de spécialité. Malgré les 30 milliards d'euros du Ségur de la Santé, on continue de fermer des services hospitaliers et ça n'inquiète personne. On réagit en permanence au coup par coup en fonction de l'actualité. Il y a un événement qui se passe à tel endroit et on va saisir le Parlement d'une proposition de loi nouvelle. Il y a telle réaction de telle branche de la population et le président de la République va se fendre d'un Twitter. Enfin, gouverner, ça peut pas être ça. Vous savez cette très belle phrase de Michel Audiard qui disait gouverner, c'est pas simplement aider les grenouilles à administrer leur mare. Et je trouve que plaisanterie d'Audiard mise à part, on a là quelque chose qui est fondamentalement vrai. Depuis quand, dans une élection présidentielle, on nous a pas proposé un vrai projet, une vraie vision pour la France, une vision de moyen terme? Parce que c'est cela d'abord la fonction du président de la République. En général, les candidats se contentent d'un catalogue de mesures dont on sait pertinemment que les 2/3 ne seront pas appliquées parce que les contraintes économiques, juridiques, sociales et autres ne permettront pas d'aller au bout de la démarche. Et je pense que la politique gagnerait à refaire ce pourquoi normalement elle est faite, c'est-à-dire à travailler sur les idées, à travailler sur les projets, à travailler sur la réflexion, à bâtir une vision et à proposer aux Français une vision à long terme. Depuis des années, on a des slogans. On a connu la France unie, on a connu la fracture sociale, on a connu tous ces slogans qui, à un moment donné, faisaient rêver les
Français et était censé les emmener dans une direction qui était mort dès le soir du deuxième tour. Donc, je pense que les politiques devraient se remettre à réfléchir. Il y a bien loin et bien longtemps que les partis politiques ne sont plus que des machines électorales où on prépare des candidats et des élections, où on est dans la petite cuisine électorale et arithmétique pour essayer de voir qui peut gagner, qui peut l'emporter sur tel territoire ou sur tel autre. Mais qui porte encore aujourd'hui ces visions? C'est une vraie difficulté, très sincèrement, et j'avoue que j'essaierai avec la modeste part qui sera la mienne d'apporter cette pierre-là à l'édifice. C'était le sens aussi du livre que je viens de publier dans le débat de l'élection présidentielle, parce que si on n'a pas ça et si on ne retrouve pas ça demain, si les politiques ne font pas leur révolution culturelle, on s'en sortira pas. Et puis en parallèle de ça, il faudra réfléchir aussi, et ça peut être un vrai projet politique, à la façon dont on peut progressivement ramener les Français vers la vie publique, vers l'engagement. Et je suis persuadé, et je le dis dans mon livre notamment, que le monde associatif peut être un très bon vecteur d'engagement, de participation à la vie de la cité, et qu'on devrait s'appuyer davantage qu'on ne le fait aujourd'hui sur nos associations. Alors, je vais vous provoquer un peu, Jean-Carl Grélier, je rappelle que vous êtes député de la Sarthe. Faut-il être rassuré si les politiques réfléchissent de moins en moins, parce que quand ils réfléchissent, on entend ce qu'ils disent après leur réflexion, on a de quoi être inquiet. Par exemple, j'ai réfléchi, vivre dans une maison individuelle, ça a plus de sens, c'est un non-sens que de vivre dans une maison individuelle. J'ai réfléchi, finalement, j'interdis la voiture, c'est très bien, on va tous prendre des taxis. Voilà ce que donne la réflexion de nos politiques aujourd'hui. Oui. Donc moi, je préfère quand ils réfléchissent pas. Vous conviendrez avec moi que ce sont des réflexions qui vont pas bien loin et qui sont pas très abouties. On est plus là dans l'incantation idéologique plutôt que dans la réflexion. Et en même temps, pourquoi ces questions-là sont pas mises au débat à un moment donné? Confrontons justement, si on était capable de confronter projet à projet, vision face à une autre vision de la politique, on se rendrait rapidement compte de ce que vous dites très justement, à savoir que ce type de proposition n'a finalement aucun sens. Vous voyez, le président de la République, dans sa dernière interview, alors plus ou moins spontanée, produite par TF1, nous dit j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup appris au cours de mon mandat, mais j'aurais préféré qu'il nous dise j'ai beaucoup réfléchi et je sais où je veux vous conduire maintenant. Je le savais peut-être pas en 2017, mais j'ai enfin trouvé la voie. Or, visiblement, ça n'est pas le cas. On a eu une belle opération de com. Voilà. Quand on résume la politique à de la communication et simplement de la communication, il est assez probable que, ça ne convainque pas les Français, et que 2, ça produise encore des effets délétères. C'est-à-dire que ça amène un peu plus de Français à ne pas se rendre aux urnes à l'occasion des prochaines élections. Je veux quand même rappeler qu'en 2017, le président de la République actuel a été élu par près de 65% des votants, mais ça ne représente que 43% du corps électoral. C'est-à-dire qu'il y a 67% des Français qui n'ont pas voté pour le président de la République. Et 53%, des Français qui n'ont pas voté pour le président de la République. Et ça devrait nous interroger. Moi, j'ai été élu au deuxième tour des élections législatives en Sarthe par 54% du corps électoral, par 54% des votants, avec 57% d'abstention. C'est-à-dire que ma légitimité repose sur finalement 3 fois rien. Et ça aussi, ça ne peut pas nous laisser sans voix et sans réflexion. Oui, mais c'est la règle du jeu. Oui, c'est la règle du jeu. Évidemment, c'est la règle du jeu démocratique. Quand bien même il n'y aurait que 2 électeurs, on peut dégager une majorité. Mais reconnaissez qu'à un moment donné, ceux qui n'ont pas voté, ceux qui ont fait le choix délibéré de ne pas se rendre aux urnes, soit par désintérêt total pour la vie publique, soit parce que c'est un choix finalement politique affirmé, ceux-là ne peuvent plus s'y retrouver. Ceux-là sont des citoyens à part entière qui ont le sentiment de ne plus être ni écoutés ni entendus, et ceux-là seront amenés un jour ou l'autre à exprimer leur mécontentement sous des formes qui ne seront pas des formes démocratiques. Et c'est ça aussi qui menace les fondements de notre démocratie aujourd'hui, me semble-t-il.
C'est très important ce que vous venez de dire, exprimer leur mécontentement sous des formes qui ne seront pas démocratiques. Est-ce que cela signifie que pour l'instant, tant qu'il y a des formes démocratiques, il faut favoriser le débat, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qui est démocratique, parce que les formes non démocratiques, eh ben là, c'est les pavés au minimum dans la rue, c'est la révolution, c'est la porte d'un ministère qui explose par le peuple en colère. Ce qui signifie que, eh bien, pour le débat, j'allais dire, il vaut mieux qu'il y ait des Zemmour et qu'il y ait des Le Pen, parce que là, on est encore dans le débat démocratique. Je partage votre analyse. Effectivement, moi, je préfère que si on devait un jour avoir de la proportionnelle aux élections législatives, je préfère qu'il y ait des partisans d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen qui siègent à l'Assemblée nationale, plutôt que de laisser toute cette frange importante de la population aux portes de la vie démocratique. Parce que, effectivement, à un moment donné, ils n'auront pas le choix que de s'exprimer par la violence. Et donc, il faut du débat politique, et ce débat, le Parlement devrait redevenir le lieu du débat. Alors, la dérive institutionnelle à laquelle nous sommes parvenus fait que le Parlement est devenu la simple chambre d'enregistrement des décisions de l'exécutif. Ça ne peut pas suffire. Ça devrait être l'endroit où précisément se fait l'échange des idées, la confrontation des projets. Or, le Parlement est devenu l'exact inverse de tout cela. Mais on en revient à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait un minimum de réflexion. Si on doit débattre simplement sur des formules incantatoires, ça n'apportera rien. Au contraire, ça produira même sans doute l'effet inverse à celui recherché. Donc, moi, j'appelle de mes vœux très fortement à ce que les partis politiques reprennent le chemin, la voie de la réflexion, la voie de l'idéologie. Vous savez, idéologie au sens noble. L'idéologie au sens noble. Et puis, vous savez, la France a toujours fonctionné dans sa vie politique avec une grande part de sacré. On avait deux grandes institutions qui incarnaient ce sacré à des degrés radicalement différents. On avait d'un côté l'Église catholique qui incarnait ce sacré, qui était porteuse d'un corpus de valeurs qui s'exprimait y compris par la voie politique. Et puis, on avait à l'opposé de l'Église, on avait le Parti communiste qui, pendant des années, de manière, je dirais, presque similaire, avait son catéchisme, avait ses prêtres laïcs et tous ceux qui défendaient ce corpus idéologique. Depuis qu'on a perdu ces deux points de repère et ce côté sacré, la politique s'est vidée de sa substance. Quand le mur de Berlin est tombé en 1989, on a cru que la démocratie était installée durablement dans nos pays et qu'on n'avait plus besoin de s'en soucier. Or, la démocratie, c'est quelque chose qui est à reconstruire en permanence. On enseigne l'histoire de France dans ce pays en faisant croire à nos enfants que la France a toujours été un État démocratique. Or, la France n'est une démocratie que depuis 1870 pour la proclamation de la République et depuis 1875 pour les lois constitutionnelles qui ont fondé la Troisième République. La France a été plus longtemps sous un régime monarchique qu'elle n'a été sous un régime démocratique. Et donc, l'idée qui consiste à penser que... La fin du régime monarchique s'approchait de la démocratie. Était censé s'en approcher, mais quand vous regardez tout ce qui s'est passé entre 1789 et 1870, vous avez à peu près tout ce que Polybe a décrit dans sa typologie des régimes politiques. Polybe a eu cette intuition que chaque régime politique portait en lui-même les éléments de sa finitude et sa transformation en un autre régime politique. Et donc, on a à peu près tout le schéma polybien qui s'est écrit de 1789 à 1870, et il reste une étape. Et qu'on retrouve maintenant. Exactement, parce qu'il reste une étape dans le schéma polybien. C'est ce moment où, à l'intérieur de la démocratie, ce compromis entre majorité et minorité ne fonctionne plus, et ce moment où une foule se prend pour le peuple souverain et s'empare du pouvoir. C'est comme ça que, selon Polybe, meurent les démocraties, et c'est comme ça qu'apparaissent les oclocraties. Et l'oclocratie crée en général une situation de chaos, de laquelle réémerge un tyran
qui fait redémarrer le cycle polybien depuis le début et qui se redécline comme ça. Voilà ce près de quoi nous sommes, me semble-t-il, aujourd'hui, parce qu'une fois encore, quand les gens ne vont plus voter, parce que quand les institutions démocratiques ne fonctionnent pas bien, parce que quand une partie de la population a le sentiment d'être tenue à l'écart de toute vie politique et de toute vie démocratique, parce que quand toutes les décisions qui sont prises sont contestées, parce que même parfois lorsque les pouvoirs légitimes, légitimement acquis par la voie démocratique des uns et des autres sont contestés, on arrive à ce moment où peut-être la démocratie peut basculer. En tout cas, on n'est pas loin de ça, on n'est pas loin du précipice et il est à mes yeux particulièrement urgent que la politique s'en soucie et s'en soucie urgemment. Et quand la démocratie s'effondre, pile à ce moment-là, eh bien, on discute du sexe des anges. Les intellectuels discutent du sexe des anges. Vous voyez comme quoi, eh bien, la vie est un perpétuel recommencement. On est dans les prénoms IEL, la culture woke. Voilà, c'est ça, c'est le sexe des anges. Oui, bien sûr. Et là encore, enfin, le fait qu'on laisse pénétrer sur le territoire français, y compris dans le monde universitaire, ces théories qui nous viennent d'Amérique et qui sont parfaitement mortifères. Et qui sont nées en France dans les années 60, qui sont allés aux États-Unis, qui nous reviennent en boomerang. Bien sûr, mais qui nous reviennent avec un boomerang amplifié. Mais effectivement, il y a là un vrai danger. Or là aussi, je n'entends pas grand monde, très sincèrement, s'opposer à ce type de choses. On en fait des choses d'une banalité. On en sourit ici ou là dans les dîners en ville, mais finalement personne ne s'oppose à ça. Or le wokisme, la cancel culture, ce sont des projets politiques qui sont en train de tuer ce qui fait la France. La France s'est constituée par son État et c'est l'État qui a fait la nation. Ce qui est une particularité française. Dans beaucoup d'autres endroits, c'est la nation qui a fait l'État. Chez nous, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on voit bien que l'État est très sérieusement menacé et que ce qui faisait le ciment national, c'est-à-dire ce qui faisait que nous avions une langue, une histoire, un territoire en commun, est aujourd'hui sérieusement menacé aussi. Et là encore, on se rend compte que le débat a été capté par un certain nombre d'idéologies, que quand on amène ce type d'éléments dans le débat, on est immédiatement catalogué d'être ou nationaliste ou pseudo-fasciste. Or, ce sont de vraies questions, on ne peut pas éluder aujourd'hui ce débat-là sur ce qu'a été notre histoire et sur la façon dont on doit aujourd'hui être les héritiers de cette histoire-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas à avoir de jugement parfois un peu sévère sur certains événements historiques, mais de là à aller déboulonner des statues, de là à aller interdire des contes, de là à aller interdire des ouvrages pour enfants parce qu'ils ne sont plus dans l'air du temps, tout ça est manifestement excessif. Et je n'ai pas vu ni entendu dans le discours politique d'aujourd'hui qu'on s'y opposait de manière très forte et qu'on opposait à ça ce qui a fait l'histoire et la richesse de ce que certains appellent la France éternelle, en tout cas de celle qui, depuis Clovis jusqu'à aujourd'hui, a fait une bonne partie de notre histoire. Je ne partage pas une partie des analyses d'Éric Zemmour, mais force est de constater que lorsqu'il pose ce constat-là, on ne peut pas lui donner tort. On va terminer, j'ai une dernière question, Jean-Carl Grelier, et je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Et je vais préciser la métaphore que je vais utiliser. Quand la vie, finalement, les civilisations, les États sont comme des chemins, c'est une trace dans le temps, on marche, on franchit une étape, on s'en rend pas forcément compte. Quand vous marchez à pied, entre deux États, il y a toujours une ligne de quelques centaines de mètres, on ne sait plus dans quel pays on est, si on a passé le poste frontière ou pas. Donc on dit on va passer le poste frontière, on marche, on est le long d'une montagne, un chemin, on marche, on dit on va passer, on l'est passé. Puis à un moment on se retourne, on dit mais ça y est, ça fait 10 minutes qu'on marche mais qu'on n'est plus dans l'autre pays, là on a passé le poste frontière, on est dans l'autre État et on s'en est pas forcément aperçu au moment où on passait le poste frontière.
Alors ma question est la suivante sur cette métaphore. Est-ce que l'on a passé déjà le poste frontière de Polybe où la démocratie a déjà disparu? Vous évoquiez ces religions d'antan qui était le Parti communiste, qui était la religion chrétienne. Aujourd'hui, on a la religion covidiste où en fait, à défaut où la maman ne dit plus mon fils est baptisé, il dit il est vacciné. Les foules sont là pour réclamer plus de contraintes. C'est la faute aux non vaccinés. Si tout ce qui nous arrive et jusqu'au dernier, il faudra le lyncher, l'identifier. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce renversement déjà depuis quelque temps de notre système de liberté? Pour répondre à votre métaphore par une image, on est sur une route qui file droit, on n'a pas su freiner, et aujourd'hui on a les deux roues avant qui pendent dans le vide. Et si on n'est pas en capacité à rééquilibrer la voiture et à faire machine arrière sur un certain nombre de sujets, il est assez probable qu'on tombera dans le vide. En tout cas, c'est ma crainte, c'est mon inquiétude. C'est ce que j'ai voulu exprimer dans ce bouquin. J'espère de tout cœur qu'on n'en arrivera pas là, parce qu'on sait aussi, et l'histoire de France là aussi nous le montre, que quand la France sombre dans le chaos, c'est un chaos profond, c'est un chaos violent, et que je ne souhaite ça ni à mon pays ni à mes enfants aujourd'hui. Mais vous savez, pour bien comprendre les choses, il faut avoir une lecture de l'histoire qui soit, je dirais, celle de la Bible. Il faut lire l'histoire de l'alpha à l'oméga, et non pas comme le marxisme nous l'a proposé et qu'on l'a imposé finalement, y compris à l'éducation nationale, lire l'histoire sous forme de séquences qui seraient sans lien les unes avec les autres. Moi, je crois que, comme Voltaire, l'histoire est faite de causes et d'effets qui s'enchevêtrent et qui font ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et refuser cet enchevêtrement et ne pas croire que nous sommes sur quelque chose qui est parfaitement linéaire et qui va se poursuivre est une profonde erreur d'analyse. Oui, mais c'est parce que vous avez une culture historique, philosophique, politique, juridique, que vous avancez toujours dans vos réflexions, Jean-Carl Grelier, avec prudence, je l'ai remarqué, et que parfois vous êtes amené à prendre des positions orales, je dis bien dans votre réflexion, qui peuvent penser à certains que vous êtes en contradiction, etc. Mais en réalité, vous êtes toujours très prudent. Par exemple, sur cette affaire de la crise sanitaire, vous êtes spécialiste aussi à l'Assemblée des questions de médecine. Vous avez écrit un livre passionnant. Nous nous sommes tant trompés. On peut pas vous suspecter ni d'être catalogué, ni dans les anti-vax, anti-pass, anti-ceci, etc. Vous êtes vraiment dans une ligne proche. Mais vous êtes aussi très prudent parce que vous écoutez les autres. Et vous savez que si on n'écoute pas, il peut y avoir une dérive. Ça, c'est votre culture qui vous amène à être prudent là-dessus. C'est ma culture, et c'est peut-être ce qui fait la différence avec un certain nombre de mes collègues parlementaires aujourd'hui. C'est aussi mon parcours d'élu local. J'ai été élu local pendant 20 ans avant de devenir parlementaire. Et quand vous êtes maire, comme je l'ai été, d'une petite ville de 10 000 habitants, la démocratie s'exerce en direct. Quand vous allez acheter votre baguette de pain, vous vous faites interpeller parce qu'il y a la bouche d'égout qui fait du bruit, parce que l'assainissement fonctionne pas bien, parce que l'éclairage public s'éteint trop tôt le soir, et vous réglez et vous répondez à ces attentes de la population. Et là, on a une démocratie qui fonctionne convenablement. Or, c'est précisément ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Puis vous savez, moi j'ai été très surpris par un élément. Je le mentionne dans mon ouvrage d'ailleurs. Quand Bruno Le Maire a sorti à l'hiver dernier un premier ouvrage, il vient d'en sortir un deuxième là, mais il a sorti un premier ouvrage il y a une année. Tout le monde s'est insurgé en disant mais quoi, un ministre de l'économie n'a pas autre chose à faire que d'écrire un livre? Je vais vous dire, moi, un politique qui prend le temps de prendre un peu de hauteur pour porter une appréciation et un regard un peu distancié sur son action, ça me rassure plutôt que ceux qui sont dans l'actualité en permanence entre deux tweets et deux messages sur Facebook. Les politiques n'ont pas vocation à être totalement décérébrés, et effectivement, on a le droit de temps en temps de penser, de réfléchir, de s'informer
s'informer, de se cultiver, et à partir de là, de bâtir des positions. Et puis, je sais pas si j'ai changé, mais en tout cas, je veux dire, moi, j'ai 55 ans aujourd'hui. J'ai pris mon premier engagement politique, j'avais 15 ans. Ça fait 40 ans, et ça fait 40 ans que j'essaie de suivre une même ligne intellectuelle et politique, sans en varier. Mon souci le plus cher, c'est d'être, de rester ce que je suis, de continuer à professer les idées dans lesquelles je crois, et que mes enfants, quand ils regardent mon parcours, puissent être fiers de ce que j'ai fait. Voilà, et puis en plus, si Bruno Le Maire écrit des livres, il peut prendre 2 ou 3 heures par jour pour le faire, alors que j'ai connu d'autres politiques ou des ministres, par exemple, qui étaient dans les mêmes fonctions que par exemple Bruno Le Maire. Je pense à Michel Charasse, paix à son âme, qui lui était au restaurant avec un cigare jusqu'à 4 heures de l'après-midi. On disait pas qu'est-ce qu'il fout au resto jusqu'à 4 heures, lui. Voilà. Non, ce qui n'empêchait pas Michel Charasse d'avoir sur la vie politique une lecture très pointue et très fine. Vous avez compris que c'était une boutade, hein, que c'était Bien sûr. C'était très sympathique à son égard aussi. Hein, non, puis à la différence de beaucoup d'autres, Bruno Le Maire ne fait pas écrire ses livres par d'autres. Voilà, non, mais c'était pour dire que voilà, on peut retrouver le temps que l'on veut pour sa passion. Le dernier président de la République qui a écrit un livre pendant son mandat pour essayer justement de conceptualiser la façon dont il administrait et gouvernait le pays, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui en 1976 a publié Démocratie française, qui est un livre que j'invite tous vos auditeurs à relire parce qu'il a conservé une actualité. Valéry Giscard d'Estaing a sans doute été l'un des plus grands penseurs de la vie politique. Les 3 Français sur 4, c'était ça. Alors le premier c'était Démocratie française, et c'était en 1976, et deux ans après qu'il ait accédé à l'Élysée. Ouais, mais ce concept de 3 Français sur 4, c'était ça qui était un peu. Oui, alors après on a vu ce que ça a donné, hein, le 3 Français sur 4. Oui. Alors ça a sans doute été le problème de Giscard, c'est que sa pensée était profonde, son action l'était sans doute un peu moins. Voilà. Même s'il a quand même été un président très réformateur. N'oublions pas l'IVG, n'oublions pas la majorité politique à 18 ans, n'oublions pas la saisine par 60 parlementaires du Conseil constitutionnel. C'est aussi quelqu'un qui a fait des réformes qui ont affecté en profondeur le fonctionnement de notre pays. Merci Jean-Carl Grelier. Je rappelle que vous êtes député de la Sarthe et vous venez de publier « Et si Polybe avait raison vers la fin de la démocratie », un livre de réflexion qui nous plonge aussi dans l'histoire, qui va développer notre culture générale pour ceux qui vont le lire. C'est publié aux éditions Saint-Honoré, voilà, de Jean-Carl Grelier. « Et si Polybe avait raison vers la fin de la démocratie ». Merci beaucoup. Merci.